Bonsoir Karine Thuil. Bonsoir. La guerre par d'autres moyens, c'est le titre de votre livre, un titre que vous empruntez à Michel Foucault. Et ce titre, il fait allusion à un mot qui est au cœur de ce livre, c'est la politique. La politique, pourquoi? Parce qu'elle est le moyen de montrer ce qu'est la vie dans la cité, ce qu'est la vie ensemble, qu'on a tendance à un peu oublier. Oui, et puis c'est une affaire aussi de conviction, de parcours. J'avais envie de décrire un homme politique qui a perdu le pouvoir et de raconter son quotidien quand ce monde, justement, s'effondre. On a aujourd'hui une vraie défiance envers le monde politique et vous nous montrez un homme extrêmement humain, extrêmement touchant et en même temps détruit par le fait qu'il n'a plus le pouvoir. Oui, quand le livre s'ouvre, donc Dan Lehman, cet ancien président de la République, subit une défaite puisqu'il a perdu le pouvoir un an auparavant et il a sombré dans l'alcoolisme, il est menacé par des affaires judiciaires et son couple avec une actrice qui a 20 ans de moins que lui, Hilda Muller, n'est plus qu'une façade. Donc on le saisit vraiment dans un moment de vacillement, de chute, de fragilité et c'est aussi ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'envers du décor des hommes et des femmes de pouvoir parce qu'il y a d'autres univers de pouvoir qui sont décrits dans le roman. Ah, la chute, c'est quand même le truc qui vous excite depuis toujours, oui. Karine Thuil. Ah, depuis mes débuts. C'est vraiment ce qui est passionnant, c'est de décrire, de saisir les êtres au moment où ils chutent, pas tellement quand ils sont flamboyants ou au firmament du succès. Enfin, c'est vraiment dans ce point de vulnérabilité. Je me souviens, il y a 20 ans, Quand j'étais drôle, vous prenez un humoriste exactement au moment de la chute, c'est-à-dire au moment du sketch qu'il ne fallait pas faire dans la salle où il ne fallait pas le faire. Ouais. Tous mes livres, d'ailleurs, abordent le point de chute, même les choses humaines. Ce sont des gens de la bonne société, le fils qui est accusé de viol à un moment donné. Et c'est vrai que c'est ce point qui est le plus intéressant à explorer dans un roman, parce que c'est aussi le point du conflit. Et je pense qu'il n'y a pas de bon roman sans conflit, sans situation qui amène le lecteur à s'interroger sur ce qui va se passer, sur ce qui se passe dans la vie de ces gens. Il y a généralement, quand on voit les films ou les romans qui sont consacrés au pouvoir et au président, une fascination pour le moment du pouvoir. Justement, précisément, vous êtes une des rares, c'est pas peut-être la seule qui s'intéresse à l'après. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette singularité ? Il me semblait qu'il y avait quand même beaucoup de livres, de films sur l'exercice du pouvoir, sur l'exercice de l'État. Voilà. Ou à Marc Duguin. Beaucoup, même des séries. Mais on ne sait rien de ce qui se passe après, de cet après-pouvoir. Et il y a des mémoires. C'est vrai que très souvent, ils reviennent sur le devant de la scène médiatique en publiant des livres, comme c'est le cas de mon personnage, d'ailleurs, Dan Lehman. Mais ces livres ne disent rien du réel, du vécu intime, de la sensation de vide, de vertige, de l'ennui. Vous avez été au centre des choses, vous ne l'êtes plus. Vous avez incarné l'autorité de l'État, vous ne l'incarnez plus. Évidemment que ça entraîne des changements, y compris dans votre propre famille, puisque le livre raconte aussi les errances sentimentales et au sein de son couple, de sa famille, puisqu'il a 2 familles, de ce personnage. Est-ce que ces personnages sont quelque part aussi un reflet de ce que vous êtes vous-même? Vous avez choisi notamment pour l'ex-femme du président une romancière. C'était déjà le cas dans un autre de vos livres aussi, dans 12 France, si je ne me trompe pas. Et on voit bien que d'autres personnages ont aussi des effets miroirs par rapport à vous. Vous aussi, un jour peut-être le succès ne sera plus là. Oui, c'est vrai qu'on parle de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait peur, de ce qui suscite en nous des questionnements. Et j'aime bien choisir des personnages qui sont aussi dans un univers que je connais, parce qu'il me semble que je vais pouvoir aussi entraîner mon lecteur dans les coulisses, dans des mondes qu'il ne connaît pas forcément. Oui, évidemment, sur la question du succès ou de la perte du pouvoir et du succès, c'est une vraie interrogation. C'est un livre qui interroge la vulnérabilité humaine, la précarité sociale. Il y a beaucoup de rapports de force en présence dans le livre. Et je sais très bien qu'on peut se retrouver dans une certaine position à un moment de sa vie et puis à une autre quelques années après. Il y a 3 femmes dans ce livre. Chacune représente quelque chose. Un âge, puisqu'elles ont toutes les 3 des âges différents. L'une a plutôt l'âge de votre fille, on va dire. Une autre a presque votre âge, est un peu plus âgée que vous. Et puis une autre est un peu en dessous. Mais elles n'ont pas que cette représentation-là. Elles représentent aussi une forme de pouvoir et une forme d'asservissement par rapport au patriarcat, par exemple. Tout à fait. Et elles n'appréhendent pas ce pouvoir de la même façon. Notamment Léonie, celle qui a 24 ans, qui incarne la nouvelle génération, la relève, donc après MeToo, qui a assimilé tous ces combats et qui est à la fois de tous les combats féministes, pour la défense des droits des femmes, pour l'égalité.
Et très souvent, elle s'oppose à sa mère, Marianne, qui a 58 ans, qui évidemment est d'une autre génération, qui n'a pas la même approche, même des rapports amoureux. Et sa fille la juge, lui dit « tu es trop soumise à papa, tu restes encore proche de lui alors qu'il t'a quitté pour une femme plus jeune ». Et à travers le personnage de Marianne, on voit la complexité aussi des choses, parce qu'elle a une distance critique que lui confère son âge, justement. Et Hilda, à 42 ans, elle est jeune, mais dans le milieu du cinéma, elle subit déjà la disqualification due à l'âge. Et on voit cette femme se débattre avec son image, avec son désir très fort de rester au centre de son univers professionnel, parce que c'est une actrice passionnée par son métier, mais qui voit son déclin se profiler avec une violence sourde. Avec près de 15 livres maintenant qui s'intéressent à ces questions de domination, de pouvoir, de vulnérabilité, de caste, de classe, est-ce que vous vous sentez abîmé par l'écriture ou par ce que vous faites en amont de ces livres? Non, parce que... fouiller là-dedans. J'adore, enfin c'est vraiment pour moi un processus de vitalité immense en réalité l'écriture. Alors évidemment le processus lui-même est parfois difficile et on se sent épuisé, abattu, mais jamais abîmé, parce qu'il y a quelque chose d'un élan de vie vraiment très fort dans la possibilité de décrire ce que l'on vit. C'est quand même un grand pouvoir, l'écriture. Vous avez le pouvoir, au contraire, de montrer, de questionner, parfois même de détruire la vie de ceux qui sont dans votre entourage, comme c'est le cas de certains livres d'autofiction. Je pense au livre Brisé de Dubrovsky, par exemple. Mais moi, je n'utilise pas ce pouvoir-là, donc c'est plutôt, oui, un pouvoir je dirais pas de dénonciation, mais en tout cas un pouvoir de changement des codes culturels, de questionnement. Mais aller gratter là où c'est pas joli à voir, ça peut éventuellement devenir usant. Mais moi j'adore. Non, j'adore au contraire, parce que dans une société de plus en plus corsetée, limitée par le politiquement correct, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on ne peut pas faire, le roman, c'est l'espace de la liberté totale. Je peux tout dire en tant que romancière dans mes livres, à travers la voix des personnages. Donc pour moi, ça c'est vraiment porteur de changement, de révolution. Le livre reste un objet complètement révolutionnaire. Vous êtes retiré des réseaux sociaux pendant 6 ans. Alors pourquoi y êtes-vous revenu ? Ah, c'est une très bonne question. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait que beaucoup de nouvelles choses s'y jouaient. Et notamment, il y a de plus en plus maintenant de blogueurs littéraires, de gens qui aiment la littérature et qui sont sur Instagram pour parler de leur coup de cœur. Donc j'avais envie de partager cela aussi. Et puis à l'étranger, pour garder un lien avec mes lecteurs à l'étranger. Je suis très traduite à l'étranger, donc voilà, j'ai eu envie de revenir et je regrette absolument pas pour le moment. Vous étiez partie pour vous protéger ? Oui. Il me semblait que... Vous êtes plus forte aujourd'hui alors ? Ben oui, mais c'était une époque, c'était peut-être les débuts, on ne savait pas bien utiliser ces outils. Et puis, Twitter qui est devenu X, on a vu l'évolution quand même. Et j'avais pas envie aussi de rester dans un univers où il y avait beaucoup de lynchage, de chasse en meute, d'artistes, d'hommes et de femmes politiques. Moi, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup, la violence qui résonnait sur les réseaux sociaux, qui existe encore sur certains... mais pas sur Instagram, où il y a quand même une sorte de jovialité, d'échange, de bonhomie qui sont assez agréables. Vous parlez de lynchage, il y a 4 ou 5 ans, vous aviez écrit une lettre ouverte à Monica Lewinsky lorsqu'elle avait publié un documentaire, enfin réalisé un documentaire, et vous disiez que c'était en fait la première à avoir finalement été dans le cyberharcèlement avant les autres, presque 20 ans avant. Vous maintenez cette idée qu'en fait, elle a inscrit quelque chose qui après n'a plus fait que s'aggraver. Oui, bien sûr, ça a été quand même extrêmement violent. Moi, ce dévoilement de la vie privée des gens me choque toujours. Je pense que ce qui relève de la vie privée doit rester privé, y compris quand ça concerne des hommes et des femmes politiques. Je ne crois pas à l'exemplarité, je crois à l'intégrité. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est au moment où, à un certain moment de sa vie où il est plus ou moins exposé à des choses. Et c'est vrai que je garde... pas une indulgence, mais on est dans une société qui juge très vite, de manière péremptoire, lapidaire, qui lynche. Et or, être exposé, c'est quand même difficile, et en particulier pour des gens qui le sont au premier plan.
Ouais, l'affaire avec Bill Clinton, c'était il y a exactement 30 ans. Hein. C'était en 1995 pour la Belgique, 95 pour vous. Et votre président, aujourd'hui, il fait suite à d'autres livres, notamment un, vous en parliez tout à l'heure dans la première partie de cette interview, où vous aviez évoqué la possibilité pour quelqu'un de basculer après une affaire MeToo, après une affaire de viol. Finalement, ces thématiques, elles sont au cœur de tous vos livres. Et complètement, même dans l'insouciance, c'était un homme d'affaires qui tombait à cause d'une photo qu'il prenait sur une œuvre d'art et il était accusé de racisme alors qu'il n'avait absolument pas pensé qu'il allait susciter cette réaction en prenant la pose sur une œuvre d'art. Donc on voit comment une image, un mot, un mauvais tweet peut transformer radicalement votre vie. Et il y a quand même des êtres, des hommes et des femmes qui subissent cette violence. Et dans le livre, on voit effectivement Dan Lehman tenter à la fois d'occuper l'espace médiatique et l'espace des réseaux, tout en ayant bien conscience que c'est extrêmement dangereux et délicat pour lui d'utiliser ces réseaux. Évidemment, d'ailleurs, tous les hommes politiques aujourd'hui les utilisent, communiquent, et chacune de leurs petites phrases est reprise. Dan Lehman, votre président, donc, que vous avez créé de toutes pièces, je mets les guillemets, fait évidemment penser à deux anciens présidents, Sarkozy d'une part et Hollande de l'autre, mais c'est aussi quelqu'un qui a une spécificité, et cette spécificité, elle renvoie à vous, c'est sa judéité. C'est quelque chose qui est vraiment aussi présent dans tous vos livres. Il faut à un moment donné que vous alliez vers ces personnages qui disent ce que vous êtes et d'où vous venez. Oui, c'est assez mystérieux d'ailleurs. Il y a toujours quelque chose qui relève de mon identité intime dans mes livres. Et ça surgit souvent par évidemment la judéité d'un des personnages. Et à travers cette judéité, je questionne aussi le fonctionnement contemporain de la société. Et notamment à travers le personnage de Dan Lehman qui va subir des attaques antisémites, comme beaucoup d'hommes politiques juifs avant lui, va devoir réagir. Et il y a à la fois la réaction public et il y a la souffrance intime. Et j'avais envie d'aborder ce sujet, mais encore une fois, de manière inconsciente. C'est jamais conscient. C'est intéressant la façon d'ailleurs dont se fabrique un livre. Il se fabrique aussi beaucoup avec nos peurs, nos angoisses, nos obsessions, nos craintes, tout ce qu'on voudrait cacher et qui ressurgit dans l'écriture d'une façon ou d'une autre. Le titre de ce livre, La guerre par d'autres moyens, c'est quoi votre guerre à vous, Karine Thuil? C'est une très bonne question. C'est peut-être. Vous êtes en guerre? Oui, je suis en guerre, je pense, sinon on n'écrirait pas, parce qu'on écrit toujours contre quelque chose. Peut-être la violence contemporaine aujourd'hui qui touche absolument tous les ressorts de notre société, et notamment cette injonction à paraître, cette injonction à la réussite, une forme de compétitivité qui détruit les rapports humains. Ce livre parle beaucoup de la destruction de ces liens intimes entre les êtres et des tentatives pour les individus de continuer à s'aimer, à trouver leur place, à conserver la confiance, et toutes ces valeurs humaines qui tendent vraiment à s'abîmer. On sent bien que derrière ces livres, il y a des enquêtes, il y a une manière aussi d'embrasser un milieu, une profession, quelque chose que vous voulez véritablement aspirer à vous. Comment est-ce que les gens se confient à vous? Est-ce qu'ils savent que Karine Thuil ne va pas me dénoncer, ne va jamais employer mon nom, ne va pas me nuire? Ou est-ce que vous les prenez un peu par surprise? Non, je crois qu'il y a une confiance qui s'est instaurée, je dirais, depuis 12 France, mais vraiment au moment des choses humaines. Parce que je travaille beaucoup la complexité, l'ambiguïté, la nuance. Donc, ceux qui connaissent mon travail savent que je ne vais pas du tout exploiter le petit mot, le petit détail malencontreux. Donc, je suis à chaque fois même étonnée de la facilité et de la confiance que m'accordent les gens pour me parler de leur réel. Alors là, évidemment, je n'ai pas demandé à d'anciens présidents de me confier leurs sentiments parce que, évidemment, ils ne l'auraient pas fait. Donc, c'est plus un travail d'observation. En revanche, j'ai beaucoup enquêté auprès de conseillers politiques, d'anciens ministres, d'anciens directeurs de cabinet, donc des gens qui ont vraiment travaillé avec des présidents et qui ont eu accès à une forme quand même de réel, d'intimité. Donc si je devais vous poser la question, vous préfériez choisir la chute d'Icare ou le cheval de Troie, vous me diriez plutôt la chute d'Icare. La chute. On terminerait avec ça. Merci Karine Thuil. Je rappelle le titre, La guerre par d'autres moyens, paru chez Gallimard, un magnifique roman qui nous emmène au cœur du pouvoir et de ce que c'est que de ne plus avoir le pouvoir aussi.